Je me revois, un après-midi, dans le grand bureau que j'avais partagé avec Antoine, au siège du groupe Altaï. Une dernière fois. Le silence était palpable, lourd d'absence. Je repense à toutes ces feuilles, ces contrats que je lui tendais, et qu'il signait sans vraiment regarder, me disant « Sophie, tu gères si bien, c'est parfait. » Un geste si anodin, une confiance si désinvolte. Mais je savais. Chaque chiffre, chaque ligne de ces documents portait mon empreinte, mon énergie, mes heures volées au sommeil. Mon silence, alors, n'était pas de la faiblesse. C'était une observation attentive. Je voyais, seul, à quel point les fondations de notre vie, de leur empire, étaient fragiles sans ma main. On ne voit souvent la véritable texture des choses que lorsque la lumière s'éteint. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Je me souviens de ce jour-là, comme si c'était hier, même si le temps a depuis lors tissé d'autres toiles sur mes souvenirs. J'étais là, Sophie Leclerc, 45 printemps et le cœur un peu lourd, un peu vide aussi, sur les marches froides du palais de justice de Paris. Un endroit imposant, vous savez, qui respire l'histoire, mais qui, pour moi ce matin-là, sentait surtout la fin d'une époque. Dans mes mains, une liasse de papiers. Des papiers de divorce. L'encre, je crois bien, n'avait pas encore eu le temps de sécher complètement. Le vent de Paris, lui, soufflait doucement, ni vraiment froid, ni vraiment chaud, juste assez pour faire frissonner ma nuque. 10 années de ma vie, ainsi résumées, tenues entre mes doigts, en quelques feuilles à peine. Cela vous fait réfléchir. Quelques instants auparavant, à l'intérieur de cette même bâtisse, j'avais assisté, presque en spectatrice, à la prononciation de ma propre liberté. Le juge avait frappé son marteau. Un bruit sec. Un point final à mon histoire avec Antoine Dubois. Étrangement, je n'avais pas pleuré. Je n'avais pas non plus tenté de retenir quoi que ce soit. Mon cœur était comme un lac figé, en surface du moins. Maintenant, j'étais assise dans un petit café tout proche, l'odeur du café fort se mêlant à celle du passé. J'avais mon ordinateur portable devant moi, un outil si familier, qui m'avait tant servi. L'écran s'est allumé, révélant une interface que je connaissais par cœur, car j'avais, dans le silence de mon travail, tout organisé ici, pendant des années, pour Antoine et les siens. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, une très profonde inspiration. Puis, d'un geste lent, délibéré, j'ai cliqué sur un bouton. Un simple clic. Confirmer, était-il écrit. Presque aussitôt, un message est apparu, d'un vert apaisant, sur mon écran. Un message d'une puissance tranquille, silencieuse, mais absolue, opération réussie. 8 comptes bancaires et financiers du groupe Altaï et de la famille Dubois, sous votre procuration ou votre gestion, sont désormais en attente de vérification. 8 comptes. 8 piliers sur lesquels reposait leur monde, et que j'avais, en quelque sorte, doucement, sans bruit, fait basculer dans l'attente. Ce n'était pas une vengeance, je crois. Plutôt un simple, et juste, recouvrement de mon propre être. Je me suis alors souvenu, comme si un film se rejouait dans ma tête, des dernières minutes passées dans la salle d'audience. Antoine était là, à côté de moi. Il ajustait le col de sa chemise, l'air toujours aussi élégant, impeccable. Sur son visage, je n'ai pas décelé de tristesse. Non. Juste un mélange étrange de soulagement et, peut-être, d'une certaine satisfaction. C'est fini, avait-il dit, d'une voix égale, presque indifférente. Chacun sa vie maintenant. Je n'ai rien répondu. Je me suis contenté de regarder droit devant moi, vers cette grande porte du tribunal qui s'ouvrait, comme une échappatoire, une promesse de l'air frais. Mais c'est à ce moment précis, comme une lame froide, qu'une voix féminine, perçante, a déchiré l'atmosphère déjà tendue. C'était Madame Geneviève Dubois,
mon ex-belle-mère. Elle s'est avancée d'un pas rapide, ses talons résonnant sur le marbre. Elle portait une robe de soie rouge foncé, un collier de grosses perles autour du cou. Son visage était maquillé avec soin, mais cela ne parvenait pas à masquer une aigreur, une amertume que les années avaient, je crois, profondément gravée. Elle m'a regardé de la tête aux pieds, son regard scrutateur, comme si elle pesait, mesurait un objet sur le point d'être jeté. Une femme qui ne peut offrir un héritier à une famille, à quoi bon la garder? Elle ne fait qu'encombrer la maison. Ces mots, prononcés d'une voix basse mais lourde, ont résonné en moi comme un coup de marteau direct sur mon cœur. Personne dans le hall du tribunal n'a osé dire un mot. Quelques têtes se sont tournées, certains ont secoué la tête, d'autres ont soupiré. Antoine, lui, était juste là, à côté de moi. Il n'a rien dit. Il n'a pas pris ma défense. Il n'a pas essayé de l'arrêter. Il est resté silencieux. Et c'est son silence, croyez-moi, qui m'a le plus blessé. Bien plus que les mots de sa mère. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Mes doigts, fins, portaient les marques du travail acharné, un peu calleux au bout à force de taper sur un clavier, année après année. C'est à cet instant précis que j'ai réalisé. Je n'avais jamais vraiment vécu pour moi-même. Alors, quand Madame Geneviève a insisté, d'un ton dur, « Tu as compris ? Va-t'en, cette maison n'a plus rien à voir avec toi », j'ai simplement levé la tête. Mon regard, je pense, n'était ni rouge de larmes, ni tremblant. Il était étrangement calme. « Oui », ai-je répondu doucement. « Je pars. » 2 mots. 2 mots, sans reproche, sans amertume. Je me suis retourné, et j'ai descendu les marches du tribunal. Chaque pas était lourd, comme si je marchais sur les ruines de mon ancienne vie. Derrière moi, j'ai entendu Madame Geneviève lancer une dernière pique. Une fois parti, n'oublie pas de ne jamais revenir mendier. Antoine, lui, a regardé ma silhouette s'éloigner, se fondre peu à peu dans la foule. Dans son cœur, je crois qu'un sentiment étrange est né, difficile à nommer. Pas du regret. Plutôt, une sorte d'inquiétude. Il ne savait pas pourquoi, mais à cet instant, son cœur avait manqué un battement. Pour moi, Sophie, en franchissant la porte du tribunal, je me suis arrêtée une seconde. J'ai inspiré profondément. Non pas pour pleurer, mais pour me murmurer à moi-même, tout doucement, tout ne fait que commencer. Après avoir quitté le tribunal, la sensation de liberté était étrange. Un mélange de vide, de soulagement, et d'une légère amertume, persistante. Cela me ramenait, sans prévenir, à d'autres souvenirs, plus anciens, ceux des premiers jours. Je me suis revue, une jeune femme pleine d'espoir, il y a 10 ans, faisant mes premiers pas dans cette grande maison de Neuilly-sur-Seine. Un quartier élégant, cossu, où les façades en pierre de taille racontent des histoires de familles établies. À l'époque, Madame Geneviève Dubois, ma belle-mère, m'avait accueilli d'une manière, je crois, assez chaleureuse. Elle avait pris mes mains dans les siennes, des mains qu'elle trouvait sans doute trop simples, et m'avait dit, avec un sourire, « Sophie, cette famille n'est pas riche, mais elle est pleine d'affection. Il suffit que tu travailles dur et que tu aimes. » J'y avais cru. Sincèrement. J'avais cru en ces mots, en cette promesse d'un foyer où l'amour et l'effort seraient récompensés. J'avais investi toute ma jeunesse, tout mon enthousiasme, dans cette croyance. C'était comme un pari, vous savez. Un pari sur l'avenir, sur la bonté des gens. Et j'ai travaillé. Oh, j'ai travaillé. Durant ces 10 années, je ne saurais même plus compter le nombre de fois où j'ai veillé jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Mes yeux fixés sur l'écran, mes doigts dansaient sur le clavier. Je mettais à jour les livres de comptes, je vérifiais les créances, je préparais les rapports financiers pour le groupe Altaï. C'était la société d'Antoine. En apparence, c'était sa société. Mais dans les coulisses,
L'ombre discrète derrière le trône, c'était moi. Antoine, lui, se contentait souvent des grandes réunions avec les clients importants, des cocktails mondains, des rendez-vous où l'on se montrait. Pour tout le reste, la gestion quotidienne, les chiffres, les paperasses, c'était mon domaine. Il me disait toujours, avec un sourire, « Sophie, tu t'en occupes de tout, c'est plus simple comme ça. Je suis le nom, toi la main invisible. » Une main invisible, oui. Trop invisible, peut-être. Je ne me suis jamais posé la question, à l'époque. Je me disais que c'était ma façon de contribuer, de bâtir quelque chose. Au-delà des chiffres et des affaires, il y avait aussi la maison, la vie de famille. Et Madame Geneviève. Elle a été frappée par un accident vasculaire cérébral, il y a environ 3 ans. Elle est restée alitée, dépendante. Je ne me souviens plus du nombre de nuits où j'ai dormi assise, simplement appuyée contre le mur, près de son lit d'hôpital. Je la lavais, je changeais ses couches, je lui donnais chaque cuillerée de sa purée. C'était épuisant, parfois à la limite de mes forces. Il m'est arrivé de m'endormir 5 petites minutes, la tête posée sur mes bras dans le couloir de l'hôpital, avant de me réveiller en sursaut, de peur qu'elle ne m'appelle et que personne ne l'entende. Une des infirmières, Madame Denise, une femme au grand cœur, m'avait même dit un jour, doucement, « Sophie, vous êtes une sainte. » Peu de belles filles feraient ça, croyez-moi. Cela m'avait un peu réchauffé le cœur, ces mots, au milieu de toute cette solitude. Mais toute cette dévotion, toute cette énergie dépensée, tout ce temps sacrifié, qu'est-ce que cela m'a rapporté, au final? Une phrase. Une seule, lancée avec mépris, par ma belle-mère, une femme stérile. Et le silence assourdissant d'Antoine. Ce silence qui validait, en quelque sorte, cette injustice. J'ai baissé les yeux, encore une fois, sur mes mains. Mes doigts, usés, un peu durcis aux extrémités à force de taper sur les claviers, me racontaient l'histoire de ma vie. Je me suis rendu compte, à cet instant précis, que je n'avais jamais vraiment vécu pour moi-même. J'avais tout donné, ma jeunesse, mon intelligence, ma force. Et eux, ils avaient tout pris, comme si c'était leur dû. Une évidence. Une obligation. Ce n'était pas une prise de conscience soudaine, non. Cela s'était construit, petit à petit, au fil des jours, des mois, des années. Bien avant ce divorce, l'idée avait commencé à germer en moi. Il fallait changer. Il fallait que je recouvre ma propre vie. Pas pour me venger, ce mot ne m'allait pas. Mais pour me retrouver, simplement. Pour retrouver cette femme qui s'était perdue, un peu, beaucoup, dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Le plan, lui, s'était échafaudé, discrètement, pas à pas. Chaque détail pensé, chaque conséquence mesurée. C'était une nécessité. Une question de survie, au fond. Après avoir quitté le tribunal, j'avais retrouvé mon petit appartement parisien, dans le 14e arrondissement. Ce n'était pas un lieu de grand luxe, non, juste un espace où la lumière était suffisante, le silence apaisant, un endroit où, je crois, je pouvais enfin être moi-même, sans phare. J'ai posé mon sac sur la petite table en bois, j'ai retiré ma montre du poignet, lentement. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est illuminé, et j'ai revu ses interfaces familières, ses chiffres, ses tableaux. Tout ce que, pendant 10 ans, j'avais construit en silence, dans l'ombre, pour Antoine et sa famille. Un léger sourire a effleuré mes lèvres, un sourire tranquille, ce n'était pas un sourire de vengeance, non, mais de lucidité, je pense. Profitez bien, me suis-je murmuré, très doucement, comme un secret, profitez de ces derniers instants de joie. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, à Neuilly-sur-Seine, la vie, pour Antoine et Madame Dubois, semblait s'être allégée. L'atmosphère, après mon départ du tribunal, était devenue plus légère pour eux, comme si un poids invisible, une charge pesante,
avaient été enfin ôtés de leurs épaules. Madame Dubois avait poussé un grand soupir de soulagement, un soupir de vent, presque triomphant. Elle s'était tournée vers son fils, la voix pleine d'une satisfaction non dissimulée. « Voilà, c'est fait. On s'est débarrassé de ce fardeau, notre maison sera enfin en paix. » Antoine avait hoché la tête, un demi-sourire aux lèvres. Il ne niait pas, je crois, une certaine jubilation intérieure. Après toutes ces années, il se sentait enfin libéré. La joie de Madame Geneviève, elle, était expansive, et elle n'a pas tardé à vouloir la partager. Dès ce soir-là, elle avait passé des appels partout, à toute la famille élargie. Ce week-end, toute la famille part en vacances sur la Côte d'Azur, à l'hôtel 5 étoiles, s'exclamait-elle, la voix pleine d'entrain, un peu plus forte que d'habitude, comme pour s'assurer que tout le monde entendrait bien. Antoine s'occupe de tout, pas de souci pour l'argent. Elle voulait, je le savais, montrer à tout son entourage que la famille Dubois, après le divorce, était non seulement toujours debout, mais qu'elle prospérait, même mieux qu'avant. Le coût de ce voyage, je l'estimais, devait se situer entre 15 000 et 30 000 euros, sans compter les extras. Un luxe qu'elle jugeait, sans doute, amplement mérité. Mais ce soir-là, dans le grand bureau au 2e étage de la villa de Neuilly-sur-Seine, Antoine était assis devant son ordinateur portable. Il parcourait ses emails professionnels. Quelque chose ne tournait pas rond. La boîte de réception était étrangement silencieuse, plus calme qu'à l'accoutumée. Pas de rapport synthétique. Pas de réconciliation de dettes. Pas une seule de ces petites notes familières, que j'avais l'habitude de lui envoyer. Il a froncé les sourcils. Elle n'a sûrement pas encore fait le transfert, s'est-il murmuré, sans grande conviction. Il a tenté de se rassurer, après tout, il était le directeur, le nom légal sur tous les documents. Tout finirait par rentrer dans l'ordre, n'est-ce pas? Pourtant, une sensation bizarre, une sorte de pressentiment, commençait à le gagner. Il a ouvert l'application de sa banque sur son téléphone. L'écran a affiché un « chargement » qui semblait durer plus longtemps que d'habitude. Puis, un message est apparu, « accès temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. » Il a froncé les sourcils. Le réseau doit être faible, s'est-il dit. Mais quand il a tenté la 2e application, puis la 3e, celle de la Banque nationale et du Crédit français, le résultat a été exactement le même. Une sensation étrange, glaciale, a commencé à lui parcourir l'échine. Sans plus attendre, Antoine s'est levé brusquement et a appelé Clara Martin, la comptable de la société. Sa voix, au bout du fil, était toujours polie, mais je pouvais presque sentir à travers le combiné une hésitation, une sorte de prudence inhabituelle. Monsieur Antoine, le système est actuellement en cours de mise à jour des droits d'accès. Certains droits d'approbation des dépenses sont temporairement bloqués. Antoine a haussé le ton. Bloqué, s'est-il exclamé. Comment ça, bloqué? Je suis le directeur. Clara a pris une légère inspiration, presque inaudible. Les droits d'approbation les plus élevés sont en mode « en attente de confirmation » de Madame Sophie Leclerc. La pièce est devenue d'un silence pesant. Un silence qui faisait peur. Antoine a serré son téléphone, ses mains tremblant légèrement. En bas, Madame Dubois continuait ses conversations avec les voisines, sa voix délibérément plus forte que la normale. Mon fils, après son divorce, est revigoré. Il va faire de grandes affaires, et ce week-end, il invite toute la famille pour des vacances de détente. Une voisine a souri poliment. Ah bon? Félicitations. Madame Dubois a affiché un large sourire, mais dans ses yeux, j'ai entrevu une pointe d'impatience. Elle brûlait d'envie de prouver que sans moi, cette famille non seulement vivait bien, mais encore mieux qu'avant. Parfois, je me demande si l'on voit vraiment ce que l'on ne veut pas voir. Ou si l'on préfère simplement fermer les yeux sur certaines vérités. N'est-ce pas?
Le matin suivant, Paris était sous une pluie fine. Antoine avait passé une nuit quasi blanche, je crois. Sa chemise était froissée, ses yeux cernés. Il est resté assis devant son bureau, ouvrant et fermant son ordinateur portable sans cesse, comme un réflexe vide de sens, une habitude qui ne menait plus à rien. « Antoine, tu es réveillé ?» La voix de Madame Geneviève, depuis le bas de la maison, portait déjà une certaine impatience. « Descends prendre le petit déjeuner, il faut préparer l'argent pour l'acompte du voyage ce week-end. » Antoine a dégluti. Sa gorge était sèche. Il s'est levé, est descendu au salon, et là, devant sa mère, il a sorti son téléphone. C'était une habitude de longue date, vérifier le solde avant de commencer la journée. Il a ouvert l'application de la Banque nationale. Moins de 3 secondes plus tard, un message est apparu, compte soumis à des restrictions de transaction. Antoine a marqué un temps d'arrêt. Il a essayé la seconde application, puis la troisième, la quatrième. Crédit Français. Banque des Régions. Caisse d'épargne. Le résultat était chaque fois le même. Une sueur froide a commencé à perler sur son front. Il a appelé Clara Martin, la comptable, d'une voix pressante. « Clara, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Combien de comptes la société peut-elle encore utiliser ?» Sa voix, elle aussi, hésitait un long moment. Puis, Clara a parlé, lentement, chaque mot tombant comme une pierre. « Monsieur Antoine, il y a actuellement 8 comptes bancaires directement liés à la société et à votre famille. » Antoine a fermé les yeux. « Continue, s'il te plaît. » Premièrement, a précisé Clara, le compte Banque nationale, le compte de réception des fonds des partenaires, a vu ses droits d'approbation bloqués. Deuxièmement, le Crédit Français, le compte des salaires du personnel, est passé en statut en attente de vérification. Troisièmement, la Banque des Régions, le compte de fonds de roulement, a été suspendu par la banque pour tout déblocage. Quatrièmement, la caisse d'épargne. Votre compte personnel, lié à la société, a vu ses droits de titulaire secondaire révoqués. Antoine a serré son téléphone, ses mains tremblant visiblement. Cinquièmement, a poursuivi Clara, le Crédit du Nord, le compte pour le paiement de la maison et des services publics, a eu ses prélèvements automatiques coupés. Sixièmement, la Société Générale, la carte de crédit d'entreprise, a été déclarée perdue et bloquée définitivement. Septièmement, LCL, le compte de réserve pour les investissements, est passé en statut gelé. Et puis, Clara a marqué une légère pause, une suspension de souffle. Et le huitième, est le compte au nom de Madame Sophie Leclerc. C'est le dernier compte de contrôle. Madame Sophie est la seule à avoir le pouvoir de le réactiver. Antoine a laissé tomber son téléphone. Un bruit sec, un choc sourd sur le tapis du salon. Ma belle-mère, Madame Geneviève, qui avait tout entendu, est devenue livide. Elle fait quoi, cette fille ? Antoine n'a pas répondu. Madame Geneviève a haussé le ton, sa voix commençant à prendre cette acidité que je connaissais si bien. Cette Sophie Leclerc, elle ose aller si loin ? Qui se prend elle pour être ? Antoine a ri, un rire sans joie, un rire sec. Maman, depuis le début, a-t-il dit, c'est moi qui ne savais pas qui elle était. Le silence, dans le salon, est devenu lourd. Pesant. Comme du plomb. Et puis, à cet instant précis, la lumière s'est éteinte à nouveau dans la maison. Le climatiseur s'est arrêté. Les lampes, les lumières, tout a plongé la pièce dans l'obscurité. Encore une coupure de courant ? La voix de Madame Geneviève était celle d'une femme paniquée. Antoine a regardé son téléphone. Un message du système est apparu, annulation du forfait de service prioritaire demandé par le titulaire du contrat. Il est resté là, debout, immobile. La sueur lui perlait le long de la nuque. Pour la première fois de sa vie,
je crois, il a senti que cette maison, la sienne, ne lui appartenait plus vraiment. Au même moment, loin de Neuilly-sur-Seine, dans mon petit café parisien, je regardais la rue familière s'animer. Je n'ai pas souri, je n'étais pas triste non plus. J'ai simplement eu cette pensée, ce souvenir de ces jours où j'avais, en silence, géré chaque somme d'argent, chaque contrat, chaque signature, tandis que, il considérait tout cela comme une évidence, un dû. J'ai ouvert mon téléphone. Le dernier message de confirmation était là, 8 comptes contrôlés. Aucune anomalie légale. Toutes les opérations conformes. J'ai soupiré doucement. Ce n'était pas une vengeance. C'était un recouvrement. Juste un recouvrement. Le matin suivant, un samedi, l'air de Paris était lourd, annonçant la chaleur moite de l'été. Devant la grande grille en fer forgé de la villa à Neuilly-sur-Seine, 2 monospaces, des véhicules spacieux pour 16 personnes, attendaient, garés côte à côte. Les membres de la famille, oncles, tantes, cousins, commençaient à arriver, les uns souriant, les autres affichant fièrement leurs nouvelles robes, leurs sacs à main rutilants. Madame Geneviève, elle, avait choisi pour l'occasion une longue robe rouge foncé, ses cheveux étaient tirés en arrière, soigneusement coiffés, et un collier de perles fines ornait son cou. Elle dégageait cette aura d'une femme qui tenait à prouver au monde que tout allait bien, même mieux. Montée en voiture, mes chers, avait-elle lancé d'une voix forte, cherchant à cacher, je crois, une pointe d'excitation nerveuse. Aujourd'hui, c'est détente assurée. Antoine était juste à côté d'elle, son téléphone à la main, le visage tendu, presque figé. Il avait passé la nuit à tenter, encore et encore, d'utiliser ses cartes. Il avait essayé chacune des 8 cartes bancaires, méthodiquement, une par une. La première, celle de la Banque nationale, signalait une suspension de transaction. La seconde, du Crédit français, n'offrait aucun droit d'accès. La troisième, de la Banque des régions, était en attente de vérification. La quatrième, de la Caisse d'épargne, une carte secondaire, avait vu ses droits révoqués. La cinquième, du Crédit du Nord, les prélèvements automatiques étaient coupés. La sixième, de la Société Générale, une carte de crédit professionnel, était bloquée définitivement car déclarée perdue. La septième, LCL, le compte de réserve, était gelé. Et la huitième, la dernière, était le compte de contrôle, celui qui portait mon nom. Il n'avait rien osé dire, Antoine. Les monospaces se sont mis en mouvement. Madame Geneviève, assise à l'avant, se tournait sans cesse vers son fils. Antoine, tout à l'heure, à l'aéroport, tu t'occuperas des frais supplémentaires, n'est-ce pas? Oui, maman, avait-il répondu, la gorge sèche. À l'aéroport, le comptoir d'enregistrement était bondé. Une employée, d'une politesse impeccable, s'est adressée à Antoine. Monsieur, votre carte pour le surclassement, s'il vous plaît. Antoine a sorti sa carte Banque nationale. Il l'a glissée dans le lecteur, qui a émis un petit bip plaintif. Désolé, monsieur, cette carte ne fonctionne pas, il a ri nerveusement. Ah, essayez une autre, s'il vous plaît. Le Crédit français? Refusé. La Caisse d'épargne? Refusé. La Société Générale? Bloqué. L'employé a levé les yeux, son regard s'attardant plus longuement sur Antoine. Avez-vous de l'argent liquide, monsieur? Antoine a fouillé dans son portefeuille. Il n'y avait que quelques dizaines d'euros, des petites coupures. Derrière lui, un murmure a commencé à se propager. Tiens, un grand seigneur, et des cartes défaillantes? Madame Geneviève, debout à côté de lui, avait le visage cramoisi. Antoine, qu'est-ce que tu fabriques? Il a baissé la tête. Je gère, maman. Au final, tout le groupe a dû attendre, pas de surclassement, pas de service supplémentaire. Les regards,
désormais, n'était plus admiratif. La gêne était palpable. Dans l'après-midi, le groupe est arrivé à leur hôtel 5 étoiles sur la Côte d'Azur. Le grand hall, baigné d'une lumière dorée, diffusait une douce odeur d'huiles essentielles. Madame Geneviève a pris une grande inspiration, comme pour retrouver une contenance, une dignité perdue. La responsable de la réception, souriante, s'est approchée. Monsieur, Madame, nous attendons le règlement du solde de l'acompte pour vous donner les clés de vos chambres. Antoine a présenté sa carte banque des régions. Refusé. Puis LCL. Même chose. La responsable a conservé son sourire, mais sa voix avait changé, elle était plus ferme. Désolé, monsieur, toutes vos cartes signalent une erreur. Le hall est devenu silencieux. Un parent, à voix basse, a murmuré, peut-être qu'ils n'ont pas encore fait le virement. Madame Geneviève est devenue livide. Antoine. Son nom résonnait. Antoine a senti le sang lui monter au visage. Le système bancaire doit être en panne, a-t-il bégayé. La responsable de la réception, polie mais catégorique, a répondu, si le paiement n'est pas effectué, nous ne pourrons pas attribuer les chambres. Les parents, certains commençaient à montrer leur agacement. Voyager si loin et ne pas avoir de chambre. Finalement, Madame Geneviève a dû appeler chaque membre de la famille, leur demandant de prêter quelques centaines d'euros. Personne n'a dit un mot direct, mais les regards, eux, ne trompaient pas. Il n'y avait plus de respect, juste de la pitié teintée de jugement. Le soir, dans la chambre d'hôtel qu'ils avaient réussi à obtenir, une chambre simple, Antoine était assis seul sur le balcon. Son téléphone a vibré. Un message du système, 8 comptes, statut de contrôle achevé. Il a baissé la tête et l'a posée sur la table. Il s'est souvenu de ces jours où je travaillais silencieusement jusqu'au cœur de la nuit. Ces fois où je lui disais, Antoine, signe-moi ceci, c'est pour la commodité. Il a réalisé, à ce moment précis, qu'il avait signé sa propre chute. À Paris, dans mon appartement tranquille, je regardais la ville s'illuminer. Je n'éprouvais pas de joie mauvaise, pas d'amertume. Juste un sentiment de paix. Un chapitre s'était refermé. Le petit déjeuner buffet du lendemain, Madame Geneviève avait demandé des plats spéciaux pour la famille. Madame, votre règlement, s'il vous plaît. Ma belle-mère s'était tournée vers Antoine. Antoine, mon fils, paie, s'il te plaît. Il s'est levé, a sorti sa carte Société Générale, sachant déjà le résultat. Refusé. Un parent a laissé échapper, et si chacun payait sa part? Cette phrase, si légère, était comme une coupure nette. Madame Geneviève s'est figée. Pour la première fois de sa vie, elle a compris que ce n'était pas l'argent qu'elle perdait, mais sa dignité, son prestige. Le voyage a continué, mais personne ne riait plus de bon cœur. Antoine comprenait. Ces 8 cartes bancaires n'étaient pas seulement bloquées. Sa confiance, sa position, sa réputation, tout cela lui avait aussi été retiré. Et moi, Sophie, je n'avais pas eu besoin d'être présente. Mon absence seule avait suffi à révéler le vide intérieur de toute cette famille. Cet après-midi-là, Paris était sous une forte pluie. Le taxi s'est arrêté devant le portail de la villa de Neuilly-sur-Seine. Antoine est descendu le premier. Il est resté immobile quelques instants, comme pour s'assurer qu'il était bien rentré chez lui. Madame Geneviève est sortie après lui, l'air fatigué. On est rentré, mon fils. On est à la maison. Antoine s'est approché du portail, a tendu la main pour passer son empreinte digitale. Bip, lumière rouge. Il a réessayé, plus fort. Bip, toujours lumière rouge. Antoine a marqué un temps d'arrêt. Une sensation glaciale lui a parcouru le dos. Ouvre vite, il pleut si fort. Madame Geneviève s'est impatientée, sa voix empreinte d'irritation.
Antoine a pris son téléphone, a ouvert l'application de gestion de la maison. L'écran a affiché une courte phrase, froide, l'appareil n'a plus les droits d'accès. Il est resté figé, incapable de bouger. Madame Geneviève a vu le visage de son fils, son cœur s'est serré. Antoine, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas répondu. Il a tenté d'entrer le code de secours. Erreur. Il a réessayé. Erreur. La voix mécanique, indifférente, a retenti, droit d'accès révoqué. La pluie tombait plus fort. Les deux, mère et fils, se tenaient devant la villa plongée dans le noir. Les lumières du portail étaient éteintes, la porte ne s'ouvrait pas. Madame Geneviève a commencé à paniquer. On ne peut pas entrer. C'est notre maison, pourtant. Antoine s'est retourné. Il s'est appuyé silencieusement contre le portail en fer froid. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi répondre à sa mère. Il a appelé la régie du lotissement. La voix au bout du fil était très professionnelle. Monsieur, tous les contrats d'électricité, d'eau et le système domotique étaient au nom de Madame Sophie Leclerc. Elle a envoyé une demande de résiliation cet après-midi. Antoine a dégluti. Mais je suis dans cette maison. Désolé, monsieur. Vous êtes un résident, mais la titulaire du contrat est Madame Sophie Leclerc. L'appel s'est terminé. Madame Geneviève, qui avait tout juste entendu quelques bribes, a senti ses jambes flancher. Elle a dû s'accrocher au portail. Alors, où allons-nous, mon fils? Antoine a baissé la tête. Il n'a pas répondu. La villa derrière eux se dressait, imposante, mais froide comme un bloc de béton inanimé. Pas de lumière, pas de bruit de climatisation, pas un souffle de vie. Une maison qui n'était plus une maison. Le taxi s'est arrêté, là, devant un petit hôtel de seconde zone. C'était niché au cœur d'une vieille rue parisienne, une de celles où le temps semble s'être arrêté, où l'on imagine encore les calèches d'autrefois. Les escaliers étaient étroits, les murs, d'une couleur indéfinissable, dégageaient une humidité tenace. Une odeur de moisi, lourde et persistante, s'accrochait à l'air, imprégnant tout, même les pensées, je crois. Madame Geneviève est entrée la première dans la chambre. Elle a jeté un regard circulaire, un regard sans âme, puis s'est effondrée sur le lit, d'un geste épuisé. Antoine, a-t-elle murmuré, sa voix n'étant plus qu'un filet. Comment notre famille a-t-elle pu en arriver là, mon fils? Antoine s'est assis à même le sol froid, le dos contre le mur. Il a défait sa cravate, la jetant d'un geste las sur le côté. La pièce était lourde de son silence, un silence étouffant. Un long moment s'est écoulé. Puis, Madame Geneviève a brisé ce silence, sa voix empreinte d'une fragilité nouvelle, presque tremblante. À l'époque où j'étais malade, a-t-elle commencé, Sophie s'occupait de moi, repas par repas. Elle ne m'a jamais laissé dormir dans un endroit pareil. Jamais. Ces mots, je crois, ont été comme une lame, froide et acérée, plantée directement dans le cœur d'Antoine. Il a fermé les yeux. Il se souvenait, lui aussi, très clairement. Les nuits où je veillais sans sommeil, à la laver, à la rassurer. Les fois où j'allais en silence régler les frais d'hospitalisation. Les repas froids que je mangeais seul, après que tout le monde ait été servi. Tout cela, à l'époque, il l'avait pris pour acquis. C'était une évidence, un devoir. Jamais un cadeau. Le téléphone d'Antoine a vibré. C'était la Banque nationale. La voix, au bout du fil, était directe, sans fioriture. Monsieur Antoine Dubois, nous vous informons qu'en raison du retrait de la garantie par le garant, la banque procédera à la saisie de l'actif hypothéqué, conformément à la réglementation. Dans les prochains jours, vous devrez préparer les arrangements pour la remise des clés de la villa. Antoine a ri, un rire amer, dénué de toute joie.
C'est-à-dire que j'ai perdu ma maison, n'est-ce pas? Un court silence. Puis, la voix a répondu. Oui, monsieur, c'est bien cela. L'appel s'est terminé. Antoine a laissé tomber son téléphone au sol. Le bruit du choc a résonné, sec et creux, dans le petit espace. Madame Geneviève a porté ses mains à sa poitrine. Récupéré. C'est vraiment perdu, mon fils? Antoine a hoché la tête, lentement, très lentement. Oui, maman. C'est vraiment perdu. Madame Geneviève a éclaté en sanglots. Des sanglots amers, d'une femme qui avait autrefois crié fort, qui m'avait tant méprisé. Des pleurs étouffés, faibles, impuissants. Le poids du monde, je crois, venait de s'abattre sur elle. Moi, pendant ce temps, je me tenais devant la fenêtre de mon petit appartement. Dehors, la pluie continuait de tomber sur Paris. Je n'avais pas allumé les lumières. Je restais là, immobile, à regarder la ville s'étirer. Mon téléphone a vibré. Un message, un dernier rapport. Contrat de service résilié, aucun litige. Toutes les procédures sont légales. J'ai éteint mon téléphone. Je ne ressentais ni la victoire, ni la jubilation. Seulement un profond soulagement. Comme si j'avais enfin déposé un fardeau, un poids que j'avais porté beaucoup trop longtemps. Le vide, oui, était là, mais il était léger, différent. C'était le vide d'une page tournée. Une semaine s'est écoulée. Une semaine, et la vie d'Antoine et de Madame Geneviève avait basculé, d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Paris était sous une pluie persistante, les jours étaient gris, lourds. Leur nouvelle demeure, cette petite chambre d'hôtel de seconde zone, était désormais leur réalité. Elle se trouvait au fond d'une ruelle étroite, toujours un peu humide, et cette odeur de moisi, lancinante, s'accrochait à tout, aux vêtements, à la respiration même. Madame Geneviève Dubois était alitée, sur un simple lit, collée contre le mur. Je pense que son corps avait lâché. Elle avait maigri visiblement. Ses yeux étaient enfoncés, ses lèvres pâles, et sa respiration, parfois courte, parfois longue, trahissait une profonde faiblesse. Depuis la nuit où ils n'avaient pu rentrer chez eux, sa santé s'était dégradée à une vitesse alarmante. Il n'y avait plus de climatisation, plus de grandes pièces, plus personne pour s'occuper d'elle comme avant. Il n'y avait plus qu'Antoine. Le matin, Antoine se levait très tôt. Il prenait sa voiture pour faire de petits boulots, des tâches diverses pour un ancien fournisseur de matériaux. Il était payé à la journée, entre 80 et 120 euros, je suppose. L'après-midi, il revenait pour lui préparer une bouillie légère. La chambre, si petite, était à peine assez grande pour se retourner. Antoine. La voix de Madame Geneviève était faible, presque un souffle. Antoine a posé le bol de bouillie et a couru vers elle. « Maman, tu m'as appelé ?» Madame Geneviève a saisi la main de son fils. Ses doigts étaient froids et secs. « Mon fils, je suis si fatiguée. » Antoine s'est penché, la voix tremblante. « Je t'emmène à l'hôpital, maman ?» Elle a secoué la tête, d'un geste si léger que j'aurais pu le manquer. « Non, ça ne sert à rien. Je sais où j'en suis. » Elle est restée silencieuse un moment, puis, de façon inattendue, elle a posé une question. « As-tu revu Sophie ?» Antoine est resté figé. Une question si simple, si douce, mais qui a dû, je crois, lui déchirer le cœur. « Non, maman, » a-t-il répondu, son visage rougi. Madame Geneviève a fermé les yeux. Une larme solitaire a glissé le long de sa tempe, se perdant dans l'oreiller. À l'époque, j'ai eu tort. Antoine a baissé la tête. Il n'a pas osé répondre. Cette nuit-là, la pluie est tombée à verse. Madame Geneviève a eu des difficultés respiratoires soudaines. Sa poitrine lui serrait, et une sueur froide a perlé sur son front.
Antoine, paniqué, a appelé un taxi pour l'emmener à l'hôpital le plus proche. Le couloir de l'hôpital, baigné d'une lumière blanche et froide, l'a accueillie. Elle a été conduite dans une salle de surveillance. Le médecin, parlant à voix basse, a expliqué « Madame Dubois souffre d'une grave asthénie. Sa tension artérielle est instable. Elle a besoin de soins à long terme et d'une prise en charge constante. » Antoine a hoché la tête, sans cesse, mais son esprit était vide. Où trouver l'argent? La maison était partie. Le travail? Il n'y en avait presque plus. Il s'est assis lourdement sur une chaise en plastique dans le couloir, son visage entre les mains. Pour la première fois de sa vie, je crois qu'Antoine Dubois s'est senti vraiment impuissant. Si vous êtes encore là à m'écouter, si ces mots résonnent en vous, j'aimerais que vous me laissiez un petit « en commentaire. Cela me dira que je ne suis pas seul à me souvenir de ces choses. Votre présence est un réconfort pour moi, pour continuer ce chemin. » Antoine est resté un long moment, debout, devant la porte de la chambre d'hôpital. Son cœur devait être lourd, je crois, et son esprit, sans doute, en pleine confusion. Finalement, il a sorti son téléphone. Ses doigts ont cherché mon numéro. Il a composé. La sonnerie a duré, longtemps, vraiment longtemps. Presque interminablement. Puis, la ligne a décroché. Allô? C'était ma voix. Calme, comme à l'accoutumée. Ni froide, ni chaleureuse. Juste, ma voix. Antoine a dégluti. Sa gorge, je l'imagine, devait être nouée. Sophie, c'est moi, Antoine. Un silence. Un court silence, de quelques secondes. Puis, j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Ma voix était égale, sans aucune inflexion particulière. Antoine a mordu sa lèvre. Sa voix était étranglée. Maman? Maman est à l'hôpital. Il n'y a pas eu de soupir de ma part. Pas de reproche non plus. Juste une question, très courte, très directe. Quel est son état? 4 mots. 4 mots qui ont suffi, je crois, à faire céder Antoine. Il n'a pas pu retenir ses larmes. Maman est très faible, je ne sais pas quoi faire. J'ai attendu un moment, un instant de réflexion, puis j'ai dit, envoie-moi l'adresse de l'hôpital. Antoine a dû être stupéfait. Sophie. Envoie, Antoine. Ma voix était cette fois-ci d'une fermeté inattendue, inébranlable. Le lendemain après-midi, le couloir de l'hôpital était, comme toujours, rempli de monde. Et puis, je suis apparue, Sophie Leclerc, au bout de ce long couloir. Je portais une chemise claire, mes cheveux étaient attachés simplement, et malgré ma silhouette menue, il y avait une certaine assurance dans ma démarche. Antoine m'a vu. Il s'est levé d'un bond, d'un seul. Nous nous sommes retrouvés face à face. Aucun de nous n'a prononcé un mot pendant plusieurs secondes. Un silence lourd. Antoine a baissé la tête le premier. Je suis désolé. Je l'ai regardé. Je n'ai ressenti ni colère, ni pitié. Juste une sorte de regard qui avait traversé beaucoup de choses, trop de choses, peut-être. Un regard qui comprenait, sans excuser. Puis, je suis entré dans la chambre. Madame Geneviève était là, étendue, les yeux clos. En entendant mes pas, elle a ouvert les yeux. Elle m'a vu. Et j'ai vu, je crois, une sorte de tremblement la parcourir. Sophie, tu es venue? Je me suis tenue près de son lit. Je n'ai pas pris sa main. Je n'ai pas non plus reculé. Je suis là, madame. Madame Geneviève a éclaté en sanglots. J'ai eu tort, j'ai été trop cruelle à l'époque. J'ai gardé le silence. Un long silence. Puis, enfin, j'ai prononcé ces mots, le passé est passé, madame. Une seule phrase. Une phrase qui a suffi,
je crois, à faire pleurer ma belle-mère encore plus fort. Des larmes de soulagement, d'un poids énorme enfin relâché. Je suis sortie de la chambre. Antoine m'attendait. Sophie, a-t-il dit. Je me suis arrêtée. Je sais que je n'ai plus le droit de te demander de revenir. Mais si c'est possible, j'espère que tu ne haïras pas maman. Je l'ai regardé, longuement, très longuement. Puis, j'ai parlé, lentement, délibérément. Je n'ai jamais haï. Antoine a été, je crois, stupéfait. C'est juste que je ne peux plus revenir. J'ai continué, ma voix pleine d'une conviction tranquille. Il y a des choses, une fois perdues, qu'on ne peut pas récupérer juste avec des excuses. Antoine a baissé la tête. Cette fois, il n'a pas cherché à se justifier. Il n'y avait plus de défense possible. Seulement la réalité, crue, nue. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour à l'hôpital. 3 mois. Paris, à nouveau, était baigné de soleil. Un soleil doux, presque réconfortant. Les choses, petit à petit, avaient trouvé un nouvel équilibre. Madame Geneviève Dubois, mon ex-belle-mère, fut transférée dans un établissement de soins. Ce n'était pas un lieu luxueux, non, loin s'en fallait, mais il était propre, adapté à ses besoins. Elle y recevait les attentions nécessaires, loin du tumulte, loin des illusions qui l'avaient bercée si longtemps. C'était une autre vie, pour elle aussi. Antoine, de son côté, avait dû apprendre à vivre différemment. Il faisait toutes sortes de travaux, des petits boulots, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. Les chimères, les grandes affaires, les fanfaronnades, tout cela s'était envolé, comme une fumée au vent. Il était devenu un homme qui, enfin, apprenait le sens du mot responsabilité. Chaque euro gagné, il le gagnait à la sueur de son front, chaque repas préparé pour sa mère était un geste de soin, de devoir. Il avait appris la valeur de la modestie, le goût âpre du travail acharné. Un chemin difficile, sans doute, mais nécessaire, je crois. Quant à moi, Sophie Leclerc, ma vie avait trouvé une nouvelle cadence. Un après-midi, je me tenais sur le balcon de mon appartement. Je regardais la ville s'illuminer, les lumières s'allumer, une par une, comme des étoiles qui descendaient sur la terre. Ma vie était désormais simple. Tranquille. Un silence choisi. Il n'y avait plus ce besoin constant de prouver quoi que ce soit, de rivaliser, de se justifier. J'avais trouvé la paix, oui. Une paix que j'avais gagnée au prix de bien des larmes silencieuses, de bien des efforts invisibles, de bien des combats intérieurs. Une paix que personne ne pourrait plus me prendre. J'avais quitté ce mariage, c'était certain. Mais je l'avais quitté avec ma propre dignité. Avec ma propre force. Il y a des unions, je pense, qui ne se terminent pas par des éclats de voix, des cris ou des pleurs. Elles s'achèvent par un silence assourdissant, un silence qui fait mal, qui résonne longtemps après. Et il y a des femmes qui n'ont pas besoin de vengeance. Il leur suffit, un jour, de lâcher prise, de laisser aller. De retirer leur soutien, leur présence, pour que tout ce qui était construit sur du sable s'effondre, doucement, silencieusement, derrière elles. Je n'avais pas cherché à récupérer le passé. Non. J'avais simplement choisi de me retrouver. De retrouver cette femme que j'étais, après 10 ans passés dans l'ombre, où l'on m'avait considéré comme une évidence, un acquis. Un meuble, presque. C'était une sorte de renaissance. Douloureuse, mais pleine d'une promesse nouvelle. Antoine Dubois et Madame Geneviève Dubois n'avaient pas tout perdu à cause d'un manque d'argent. Non. Pas non plus par une défaillance de pouvoir visible. Leur véritable perte, je crois, venait d'une erreur de jugement fondamentale, profonde. Ils avaient évalué les êtres humains à l'aune de leur apparence, de leur statut social, des titres affichés, et non par la valeur intrinsèque de leur cœur, de leur engagement, du labeur silencieux.
C'était le prix de l'orgueil, le coût exorbitant de la sous-estimation d'une partenaire dévouée. Leur choix, patiemment, avait creusé leur propre gouffre, bien avant que je ne m'en retire. C'était une évidence que je voyais, mais que refusais de percevoir. Plus profondément encore, la cause de ce qui s'est passé ne résidait pas, je pense, dans une quelconque faiblesse de ma part. Je n'ai jamais été faible, juste, discrète. Non. La racine de leur attitude, et peut-être de la trahison d'Antoine, se trouvait dans son insécurité latente, dans son ego fragile. Il avait constamment besoin de se sentir nécessaire, indispensable, peut-être. Mais surtout, il avait besoin de se sentir supérieur, de dominer. Face à une femme autonome, silencieuse, mais d'une force intérieure inébranlable, son propre sentiment d'insécurité l'avait poussé à me reléguer, à me minimiser. C'est son incapacité à faire face à cette force tranquille, à reconnaître une valeur qui ne cherchait pas les feux de la rampe, qui l'avait finalement, en quelque sorte, plongé dans l'abîme. Il s'était effondré non pas devant une ennemie, mais devant le miroir de sa propre insuffisance, de ses propres peurs. Ma victoire, si victoire il y a eu, n'avait rien à voir avec un triomphe bruyant, ni avec l'humiliation de ceux qui m'avaient blessé. Ma véritable force, ma dignité, ma raison d'être, résidait dans ma capacité à garder mon intégrité. À partir. Sans donner d'explications superflues, sans haine ni ressentiment. Je n'avais pas cherché à me venger, ce n'était pas mon chemin. J'avais simplement choisi de vivre en accord avec mes propres valeurs, de me réapproprier mon existence. J'avais récupéré non pas le passé, cela était impossible, mais moi-même. Moi-même, après 10 ans où ma présence, mes efforts, mes sacrifices, étaient devenus de simples évidences, jamais reconnues, toujours attendues. C'était, pour moi, la plus belle des retrouvailles. Il y a des batailles que l'on gagne en silence, non par les coups portés, mais par les pas de côté point car au fond, la plus grande richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est, profondément. Et vous, chers auditeurs, dans cette histoire, quelle est la vérité qui vous a le plus touché? Antoine Dubois et Madame Geneviève Dubois n'avaient pas tout perdu à cause d'un manque d'argent. Non. Pas non plus par une défaillance de pouvoir visible. Leur véritable perte, je crois, venait d'une erreur de jugement fondamentale, profonde. Ils avaient évalué les êtres humains à l'aune de leur apparence, de leur statut social, des titres affichés, et non par la valeur intrinsèque de leur cœur, de leur engagement, du labeur silencieux. C'était le prix de l'orgueil, le coût exorbitant de la sous-estimation d'une partenaire dévouée. Leur choix, patiemment, avait creusé leur propre gouffre, bien avant que je ne m'en retire. C'était une évidence que je voyais, mais que refusais de percevoir. Plus profondément encore, la cause de ce qui s'est passé ne résidait pas, je pense, dans une quelconque faiblesse de ma part. Je n'ai jamais été faible, juste, discrète. Non. La racine de leur attitude, et peut-être de la trahison d'Antoine, se trouvait dans son insécurité latente, dans son ego fragile. Il avait constamment besoin de se sentir nécessaire, indispensable, peut-être. Mais surtout, il avait besoin de se sentir supérieur, de dominer. Face à une femme autonome, silencieuse, mais d'une force intérieure inébranlable, son propre sentiment d'insécurité l'avait poussé à me reléguer, à me minimiser. C'est son incapacité à faire face à cette force tranquille, à reconnaître une valeur qui ne cherchait pas les feux de la rampe, qui l'avait finalement, en quelque sorte, plongé dans l'abîme. Il s'était effondré non pas devant une ennemie, mais devant le miroir de sa propre insuffisance, de ses propres peurs. Ma victoire, si victoire il y a eu, n'avait rien à voir avec un triomphe bruyant, ni avec l'humiliation de ceux qui m'avaient blessé. Ma véritable force, ma dignité, ma raison d'être, résidait dans ma capacité à garder mon intégrité. À partir. Sans donner d'explications superflues, sans haine ni ressentiment. Je n'avais pas cherché à me venger, ce n'était pas mon chemin.
J'avais simplement choisi de vivre en accord avec mes propres valeurs, de me réapproprier mon existence. J'avais récupéré non pas le passé, cela était impossible, mais moi-même. Moi-même, après 10 ans où ma présence, mes efforts, mes sacrifices, étaient devenus de simples évidences, jamais reconnues, toujours attendues. C'était, pour moi, la plus belle des retrouvailles. Il y a des batailles que l'on gagne en silence, non par les coups portés, mais par les pas de côté point car au fond, la plus grande richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est, profondément. Et vous, chers auditeurs, dans cette histoire, quelle est la vérité qui vous a le plus touché? Antoine Dubois et Madame Geneviève Dubois n'avaient pas tout perdu à cause d'un manque d'argent. Non. Pas non plus par une défaillance de pouvoir visible. Leur véritable perte, je crois, venait d'une erreur de jugement fondamentale, profonde. Ils avaient évalué les êtres humains à l'aune de leur apparence, de leur statut social, des titres affichés, et non par la valeur intrinsèque de leur cœur, de leur engagement, du labeur silencieux. C'était le prix de l'orgueil, le coût exorbitant de la sous-estimation d'une partenaire dévouée. Leur choix, patiemment, avait creusé leur propre gouffre, bien avant que je ne m'en retire. C'était une évidence que je voyais, mais que refusais de percevoir. Plus profondément encore, la cause de ce qui s'est passé ne résidait pas, je pense, dans une quelconque faiblesse de ma part. Je n'ai jamais été faible, juste, discrète. Non. La racine de leur attitude, et peut-être de la trahison d'Antoine, se trouvait dans son insécurité latente, dans son ego fragile. Il avait constamment besoin de se sentir nécessaire, indispensable, peut-être. Mais surtout, il avait besoin de se sentir supérieur, de dominer. Face à une femme autonome, silencieuse, mais d'une force intérieure inébranlable, son propre sentiment d'insécurité l'avait poussé à me reléguer, à me minimiser. C'est son incapacité à faire face à cette force tranquille, à reconnaître une valeur qui ne cherchait pas les feux de la rampe, qui l'avait finalement, en quelque sorte, plongé dans l'abîme. Il s'était effondré non pas devant une ennemie, mais devant le miroir de sa propre insuffisance, de ses propres peurs. Ma victoire, si victoire il y a eu, n'avait rien à voir avec un triomphe bruyant, ni avec l'humiliation de ceux qui m'avaient blessé. Ma véritable force, ma dignité, ma raison d'être, résidait dans ma capacité à garder mon intégrité. À partir. Sans donner d'explications superflues, sans haine ni ressentiment. Je n'avais pas cherché à me venger, ce n'était pas mon chemin. J'avais simplement choisi de vivre en accord avec mes propres valeurs, de me réapproprier mon existence. J'avais récupéré non pas le passé, cela était impossible, mais moi-même. Moi-même, après 10 ans où ma présence, mes efforts, mes sacrifices, étaient devenus de simples évidences, jamais reconnues, toujours attendues. C'était, pour moi, la plus belle des retrouvailles. Il y a des batailles que l'on gagne en silence, non par les coups portés, mais par les pas de côté point car au fond, la plus grande richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est, profondément. Et vous, chers auditeurs, dans cette histoire, quelle est la vérité qui vous a le plus touché? Antoine Dubois et Madame Geneviève Dubois n'avaient pas tout perdu à cause d'un manque d'argent. Non. Pas non plus par une défaillance de pouvoir visible. Leur véritable perte, je crois, venait d'une erreur de jugement fondamentale, profonde. Ils avaient évalué les êtres humains à l'aune de leur apparence, de leur statut social, des titres affichés, et non par la valeur intrinsèque de leur cœur, de leur engagement, du labeur silencieux. C'était le prix de l'orgueil, le coût exorbitant de la sous-estimation d'une partenaire dévouée. Leur choix, patiemment, avait creusé leur propre gouffre, bien avant que je ne m'en retire. C'était une évidence que je voyais, mais que refusais de percevoir. Plus profondément encore, la cause de ce qui s'est passé ne résidait pas, je pense, dans une quelconque faiblesse de ma part. Je n'ai jamais été faible, juste, discrète. Non. La racine de leur attitude, et peut-être de la trahison d'Antoine,
se trouvait dans son insécurité latente, dans son ego fragile. Il avait constamment besoin de se sentir nécessaire, indispensable, peut-être. Mais surtout, il avait besoin de se sentir supérieur, de dominer. Face à une femme autonome, silencieuse, mais d'une force intérieure inébranlable, son propre sentiment d'insécurité l'avait poussé à me reléguer, à me minimiser. C'est son incapacité à faire face à cette force tranquille, à reconnaître une valeur qui ne cherchait pas les feux de la rampe, qu'il avait finalement, en quelque sorte, plongé dans l'abîme. Il s'était effondré non pas devant une ennemie, mais devant le miroir de sa propre insuffisance, de ses propres peurs. Ma victoire, si victoire il y a eu, n'avait rien à voir avec un triomphe bruyant, ni avec l'humiliation de ceux qui m'avaient blessé. Ma véritable force, ma dignité, ma raison d'être, résidait dans ma capacité à garder mon intégrité. À partir. Sans donner d'explication superflue, sans haine ni ressentiment. Je n'avais pas cherché à me venger, ce n'était pas mon chemin. J'avais simplement choisi de vivre en accord avec mes propres valeurs, de me réapproprier mon existence. J'avais récupéré non pas le passé, cela était impossible, mais moi-même. Moi-même, après 10 ans où ma présence, mes efforts, mes sacrifices, étaient devenus de simples évidences, jamais reconnues, toujours attendues. C'était, pour moi, la plus belle des retrouvailles. Il y a des batailles que l'on gagne en silence, non par les coups portés, mais par les pas de côté point car au fond, la plus grande richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est, profondément. Et vous, chers auditeurs, dans cette histoire, quelle est la vérité qui vous a le plus touché? Antoine Dubois et Madame Geneviève Dubois n'avaient pas tout perdu à cause d'un manque d'argent. Non. Pas non plus par une défaillance de pouvoir visible. Leur véritable perte, je crois, venait d'une erreur de jugement fondamentale, profonde. Ils avaient évalué les êtres humains à l'aune de leur apparence, de leur statut social, des titres affichés, et non par la valeur intrinsèque de leur cœur, de leur engagement, du labeur silencieux. C'était le prix de l'orgueil, le coût exorbitant de la sous-estimation d'une partenaire dévouée. Leur choix, patiemment, avait creusé leur propre gouffre, bien avant que je ne m'en retire. C'était une évidence que je voyais, mais que refusais de percevoir. Plus profondément encore, la cause de ce qui s'est passé ne résidait pas, je pense, dans une quelconque faiblesse de ma part. Je n'ai jamais été faible, juste, discrète. Non. La racine de leur attitude, et peut-être de la trahison d'Antoine, se trouvait dans son insécurité latente, dans son ego fragile. Il avait constamment besoin de se sentir nécessaire, indispensable, peut-être. Mais surtout, il avait besoin de se sentir supérieur, de dominer. Face à une femme autonome, silencieuse, mais d'une force intérieure inébranlable, son propre sentiment d'insécurité l'avait poussé à me reléguer, à me minimiser. C'est son incapacité à faire face à cette force tranquille, à reconnaître une valeur qui ne cherchait pas les feux de la rampe, qu'il avait finalement, en quelque sorte, plongé dans l'abîme. Il s'était effondré non pas devant une ennemie, mais devant le miroir de sa propre insuffisance, de ses propres peurs. Ma victoire, si victoire il y a eu, n'avait rien à voir avec un triomphe bruyant, ni avec l'humiliation de ceux qui m'avaient blessé. Ma véritable force, ma dignité, ma raison d'être, résidait dans ma capacité à garder mon intégrité. À partir. Sans donner d'explication superflue, sans haine ni ressentiment. Je n'avais pas cherché à me venger, ce n'était pas mon chemin. J'avais simplement choisi de vivre en accord avec mes propres valeurs, de me réapproprier mon existence. J'avais récupéré non pas le passé, cela était impossible, mais moi-même. Moi-même, après 10 ans où ma présence, mes efforts, mes sacrifices, étaient devenus de simples évidences, jamais reconnues, toujours attendues. C'était, pour moi, la plus belle des retrouvailles. Il y a des batailles que l'on gagne en silence, non par les coups portés, mais par les pas de côté point car au fond, la plus grande richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est,
profondément. Et vous, chers auditeurs, dans cette histoire, quelle est la vérité qui vous a le plus touché? Antoine Dubois et Madame Geneviève Dubois n'avaient pas tout perdu à cause d'un manque d'argent. Non. Pas non plus par une défaillance de pouvoir visible. Leur véritable perte, je crois, venait d'une erreur de jugement fondamentale, profonde. Ils avaient évalué les êtres humains à l'aune de leur apparence, de leur statut social, des titres affichés, et non par la valeur intrinsèque de leur cœur, de leur engagement, du labeur silencieux. C'était le prix de l'orgueil, le coût exorbitant de la sous-estimation d'une partenaire dévouée. Leur choix, patiemment, avait creusé leur propre gouffre, bien avant que je ne m'en retire. C'était une évidence que je voyais, mais que refusais de percevoir. Plus profondément encore, la cause de ce qui s'est passé ne résidait pas, je pense, dans une quelconque faiblesse de ma part. Je n'ai jamais été faible, juste, discrète. Non. La racine de leur attitude, et peut-être de la trahison d'Antoine, se trouvait dans son insécurité latente, dans son ego fragile. Il avait constamment besoin de se sentir nécessaire, indispensable, peut-être. Mais surtout, il avait besoin de se sentir supérieur, de dominer. Face à une femme autonome, silencieuse, mais d'une force intérieure inébranlable, son propre sentiment d'insécurité l'avait poussé à me reléguer, à me minimiser. C'est son incapacité à faire face à cette force tranquille, à reconnaître une valeur qui ne cherchait pas les feux de la rampe, qu'il avait finalement, en quelque sorte, plongé dans l'abîme. Il s'était effondré non pas devant une ennemie, mais devant le miroir de sa propre insuffisance, de ses propres peurs. Ma victoire, si victoire il y a eu, n'avait rien à voir avec un triomphe bruyant, ni avec l'humiliation de ceux qui m'avaient blessé. Ma véritable force, ma dignité, ma raison d'être, résidait dans ma capacité à garder mon intégrité. À partir. Sans donner d'explications superflues, sans haine ni ressentiment. Je n'avais pas cherché à me venger, ce n'était pas mon chemin. J'avais simplement choisi de vivre en accord avec mes propres valeurs, de me réapproprier mon existence. J'avais récupéré non pas le passé, cela était impossible, mais moi-même. Moi-même, après 10 ans où ma présence, mes efforts, mes sacrifices, étaient devenus de simples évidences, jamais reconnues, toujours attendues. C'était, pour moi, la plus belle des retrouvailles. Il y a des batailles que l'on gagne en silence, non par les coups portés, mais par les pas de côté point car au fond, la plus grande richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est, profondément. Et vous, chers auditeurs, dans cette histoire, quelle est la vérité qui vous a le plus touché? Antoine Dubois et Madame Geneviève Dubois n'avaient pas tout perdu à cause d'un manque d'argent. Non. Pas non plus par une défaillance de pouvoir visible. Leur véritable perte, je crois, venait d'une erreur de jugement fondamentale, profonde. Ils avaient évalué les êtres humains à l'aune de leur apparence, de leur statut social, des titres affichés, et non par la valeur intrinsèque de leur cœur, de leur engagement, du labeur silencieux. C'était le prix de l'orgueil, le coût exorbitant de la sous-estimation d'une partenaire dévouée. Leur choix, patiemment, avait creusé leur propre gouffre, bien avant que je ne m'en retire. C'était une évidence que je voyais, mais que refusais de percevoir. Plus profondément encore, la cause de ce qui s'est passé ne résidait pas, je pense, dans une quelconque faiblesse de ma part. Je n'ai jamais été faible, juste, discrète. Non. La racine de leur attitude, et peut-être de la trahison d'Antoine, se trouvait dans son insécurité latente, dans son ego fragile. Il avait constamment besoin de se sentir nécessaire, indispensable, peut-être. Mais surtout, il avait besoin de se sentir supérieur, de dominer. Face à une femme autonome, silencieuse, mais d'une force intérieure inébranlable, son propre sentiment d'insécurité l'avait poussé à me reléguer, à me minimiser. C'est son incapacité à faire face à cette force tranquille, à reconnaître une valeur qui ne cherchait pas les feux de la rampe, qu'il avait finalement, en quelque sorte, plongé dans l'abîme.
Il s'était effondré non pas devant une ennemie, mais devant le miroir de sa propre insuffisance, de ses propres peurs. Ma victoire, si victoire il y a eu, n'avait rien à voir avec un triomphe bruyant, ni avec l'humiliation de ceux qui m'avaient blessé. Ma véritable force, ma dignité, ma raison d'être, résidait dans ma capacité à garder mon intégrité. À partir. Sans donner d'explication superflue, sans haine ni ressentiment. Je n'avais pas cherché à me venger, ce n'était pas mon chemin. J'avais simplement choisi de vivre en accord avec mes propres valeurs, de me réapproprier mon existence. J'avais récupéré non pas le passé, cela était impossible, mais moi-même. Moi-même, après 10 ans où ma présence, mes efforts, mes sacrifices, étaient devenus de simples évidences, jamais reconnues, toujours attendues. C'était, pour moi, la plus belle des retrouvailles. Il y a des batailles que l'on gagne en silence, non par les coups portés, mais par les pas de côté point car au fond, la plus grande richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est, profondément. Et vous, chers auditeurs, dans cette histoire, quelle est la vérité qui vous a le plus touché? Et voilà. Mon histoire, celle que je viens de vous confier, arrive à son terme ici. Cela fait réfléchir, n'est-ce pas? Ces chemins que l'on prend, ces décisions que l'on croit justes, et les conséquences qu'elles entraînent, parfois bien des années plus tard. On se demande parfois, quand tout est fini, si l'on aurait pu faire autrement, si d'autres choix auraient changé le cours des choses. La vie, elle trace son cours, mais c'est à nous de choisir comment nous la traversons. Moi, ces réflexions, elles continuent de m'accompagner, doucement. Et vous, qu'en pensez-vous? Quels échos cette histoire a-t-elle trouvé en vous? J'aimerais beaucoup lire vos pensées, vos propres partages, dans les commentaires ci-dessous. Savoir que ces mots voyagent et résonnent ailleurs, cela compte pour moi. Si cette histoire vous a touché, si elle a su vous faire réfléchir un instant, un petit geste, un « j'aime », un partage, ou simplement un abonnement à la revanche silencieuse, serait pour moi une belle façon de sentir que nos âmes voyagent ensemble. Pour l'heure, je vous quitte avec ces pensées. J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau, très bientôt. Prenez soin de vous. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.